à tous et bienvenue sur ce nouvel atelier qui a donc lieu sur le Salon TechScare France pour sa première édition. Cet atelier s'intitule « Pressing, diversifier son activité sans la dénaturer ». Et ce n'est pas pour rien. Non, nous n'allons pas vous proposer de devenir un relais colis. Non, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'être en mesure de vous proposer des idées, des pistes, des actions que vous pourriez mettre en place sans vous éloigner de votre cœur de métier. Et voilà pourquoi. Quelques informations. Le 5e baromètre Ipsos qui a été réalisé pour le Coffret, avec qui nous avons d'ailleurs une table ronde qui est prévue lundi et qui sera consacrée au nouveau comportement des consommateurs. Je ferme la parenthèse. Donc, le 5e baromètre Ipsos qui a été réalisé pour le Coffret sur les Français et l'étiquette d'entretien textile il y a presque un an, en décembre 2022, livre quelques éclairages intéressants pour notre secteur d'activité. Alors que les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité des vêtements qu'ils achètent, c'est un fait, étudié, 72% d'entre eux suivent en effet les consignes d'entretien textile à la lettre dans le but de conserver leurs vêtements le plus longtemps possible. On a parlé tout à l'heure dans la transition écologique de la durabilité, ça en fait partie. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Et donc, ils sont ainsi 44% à déposer leurs vêtements chez un professionnel au moins une fois par an. Et ça, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre activité. C'est un chiffre qui est en légère hausse par rapport à 2020, où à l'époque, on était à 40%. Donc, on a gagné 4%. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur. En parallèle, et un peu dans une même logique, une étude Ipsos qui avait été réalisée pour Sequoia Pressing vient confirmer cette tendance. Et il s'avère que 85% des Français seraient susceptibles d'être intéressés par des services de retouche et de couture par leur pressing. Tiens. Donc finalement, déjà, on se rapproche un petit peu plus de votre activité. Il y a un intérêt, c'est pas déconnant. Et ça, c'est une première piste, c'est une première prise de développement et de diversification qui est pertinente à explorer. On a également parlé dans une autre table ronde qui était consacrée à je fais plein de passerelles, dans une table ronde qui était consacrée à la formation, des possibilités de passerelles qu'il peut y avoir dans les différentes formations. Et parfois, sur les CAP couture, les élèves ont du mal à trouver un emploi ou un débouché. Et pouf, pourquoi pas leur proposer une petite passerelle, rajouter une corde à leur arc et potentiellement, ça va venir enrichir leurs compétences sur leur CV, intéresser davantage un professionnel qui chercherait à offrir cette prestation. Je fais plein de parenthèses. Mais bon, voilà, il y a d'autres leviers qui existent, qui sont tout aussi intéressants et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas déconnectés de votre cœur de métier. Et on va donc les découvrir et en explorer certains, pas tous, et je pense que peut-être parmi vous, certains ont mis des choses en place et auront des idées à partager. Avec David, donc, que je propose de se présenter brièvement. Bonjour, je suis David Berardosi, je suis dirigeant de la société Inforum. Nous éditons des logiciels pour l'entretien textile, la blanchisserie, le pressing, et donc on a une vue assez large, on va dire, sur vos usages, parce qu'on vous équipe, en fait, et donc on vous connaît un petit peu. C'est exactement pour ça que j'ai sollicité David, parce qu'il a une vue assez globale sur le marché et qu'il voit comment vous travaillez et ce que vous mettez en place au sein de vos pressings. Alors, ma première question est liée à l'actualité. Sur le fonds de réparation, tout le monde en a entendu parler, on en entend partout en ce moment, dans les médias, à la télé, voilà. Et j'aimerais savoir en quoi est-ce que ce fonds de réparation représente une opportunité pour les pressings et comment ils pourraient l'intégrer dans leur stratégie. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé un petit peu, parce que c'est une question que j'attendais un peu. J'ai été regarder sur le site du gouvernement et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en 2021, il y a 240 000 tonnes de, on va dire, déchets à ce stade textiles qui ont été collectés en France. Et il y en a sur cette collecte, il y en a une partie qui est recyclée. Parle bien dans le... Il y a une partie qui est recyclée, donc il y a 58% qui va être réutilisé, 33% qui vont être recyclés et 9% qui vont être brûlés comme combustible, je ne savais pas. Voilà. Il faut savoir que tout ça, ça représente que 35% de collecte des textiles. Donc, en fait, l'État essaye d'avoir une politique
qui permet, une politique d'État qui permet d'améliorer en fait la recyclabilité des textiles. C'est sans doute une bonne chose. Mais en quoi c'est intéressant pour notre métier, pour notre secteur, c'est qu'ils font de la publicité. En fait, ils expliquent que vous existez et que vous savez faire des prestations qui sont peut-être méconnues du public. La retouche, la réparation des articles, etc. Et il y a peut-être même certains jeunes qui ne savent même pas que dans un pressing, on peut faire ce genre de prestations. Donc, en soi, je dirais que rien que pour ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'entretien textile. Ça nous rend visible et ça met en valeur certains professionnels qui savent faire ça. D'ailleurs, tout le monde ne sait pas le faire correctement. Ceux qui savent le faire seront mis en avant. Je dirais aussi que ça peut peut-être rapprocher certains, peut-être jeunes aussi, de vos métiers qui ne vous connaissent pas nécessairement. Et voilà. Donc ce serait, je pense, une première approche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce dispositif, quand vous faites une réparation et que vous êtes labellisé, l'État va en fait vous réaffecter un montant en fonction de la réparation qui va être réalisée. Par exemple, le trou, ça va être 7 €. Et du côté du consommateur, son avantage, c'est que s'il va chez un professionnel labellisé, il va avoir un bonus sur cette réparation-là. Voilà. Voilà ce que j'en sais à ce stade. Il y a encore des choses qui ne sont pas très claires, il faut dire aussi. Par exemple, il y a des discussions sur l'éventuelle applicabilité de différents taux de TVA. Voilà. Il y a des pistes qui sont ouvertes sans doute. Mais en l'état, vous pouvez déjà vous renseigner sur le site de Refashion. C'est un organisme qui est agréé par l'État pour gérer cette prestation. Et il y a beaucoup d'informations utiles que j'ai pu aussi trouver pour préparer ce que je viens de vous dire. D'accord. À ma connaissance, il me semble qu'il y a une plateforme web qui permet de s'inscrire, d'inscrire son établissement pour le faire référencer et labelliser, et donc reconnaître comme étant officiellement labellisé, en fait. Voilà, oui, c'est le site qui s'appelle Refashion. Voilà. Donc notez-le et sachez que ça peut être une piste intéressante. Après, en termes de formation, c'est vrai que pour ceux qui ne maîtrisent pas la couture, c'est l'occasion. J'ai envie de dire pourquoi pas en fait. Oui, alors sachant que toutes les prestations ne sont pas concernées. On ne parle pas forcément des ourlets, par exemple. On va parler de la réparation du zip. Enfin, en fait, tout ce qui concerne la réparation en soi. Pas l'amélioration peut-être des vêtements ou la modification. Absolument. Toutes les prestations ne rentrent pas dans le cadre de cette possibilité de bénéficier pour votre client, le consommateur, d'un petit bon c'est plus intéressant pour lui, mais il ne va pas pouvoir faire ses ourlets. Ça, c'est pas possible. Non. On est bien dans une logique de durabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos vêtements ? Cette vieille veste, je l'ai depuis longtemps, mais elle me plaît. Elle est un petit peu élimée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen simplement de trouver une solution pour la rapiécer, mais qu'elle reste jolie ? En fait, on est dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, le consommateur, il raisonne bien plus davantage comme ça. Encore une fois, on va en parler sur la table ronde de lundi qui est consacrée au nouveau comportement des consommateurs. Mais très clairement, il y a cette volonté d'être dans une démarche plus éco-responsable. Oui, puis en plus, pour une fois, c'est encouragé dans le bon sens, c'est que c'est une prestation où l'État va vous garantir un montant par réparation à hauteur de 60% de la prestation. Alors attention à bien choisir le prix quand même. Mais il y a de la communication autour. Et puis on parle de l'entretien textile dans le grand public, c'est pas tous les jours, il faut en profiter. Oui, et accessoirement, ça peut aussi potentiellement vous rapporter des nouveaux clients qui ne seraient pas forcément venus au pressing en temps normal, on va dire. Alors, une autre question. Les patrons de pressing, ne me criez pas, ne sont pas des logisticiens, d'accord ? Mais pourtant, dans une logique servicielle, la collecte et la livraison à domicile a du sens et elle vient répondre aux nouvelles attentes en matière de consommation. Là encore, on pourrait en parler lundi. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre, David, ce type de prestation sans que ça soit un casse-tête chinois ? Ça tombe bien, parce qu'on a préparé un truc là-dessus avec la FFPB et le CTTN. En fait, il y a une initiative en France qui a été réalisée par la Fédération française de la blanchisserie et des pressings et le Centre technique national de l'entretien textile, donc le CTTN, pour mettre à votre disposition une application qui s'appelle le Clean and Collect et dont l'un des objectifs est de vous aider justement à mettre en œuvre un service de ramassage et de collecte à domicile. Donc, vous pouvez vous inscrire très simplement, vous pouvez essayer, ça ne coûte que 1 € la première année,
Voilà. Vos clients peuvent payer en ligne et vous pouvez tester en fait le ramassage et la collecte à domicile avec ça. Et autour de cet outil, en fait, on a essayé de faire quelque chose pour vous mettre un petit peu le pied à l'étrier sur ces aspects logistiques, comme par exemple, vous allez avoir la possibilité de choisir un livreur quelconque et de le désigner comme personne en charge des livraisons. Donc c'est quelque chose. Donc un livreur indépendant. Un livreur indépendant, tout à fait. Il y a ça, et on s'est aussi adapté à votre contexte. Hein. Le pressing a l'habitude de travailler avec des points de collecte, indépendants aussi. Donc si vous souhaitez tester cette offre avec des clients en fait, qui vont pouvoir payer en ligne, trouver votre point de collecte sur une carte Google Maps, tout simplement, et commander en ligne, c'est quelque chose qui a été mis en place par cette coopération dont je vous ai parlé, à un prix raisonnable, c'est l'objectif, pour essayer d'encourager ces nouveaux comportements et des utilisateurs et des exploitants pressing. Donc présenté comme ça a l'air facile. En tout cas, on fait de notre mieux pour que ce soit le plus simple possible. On a édité d'ailleurs un petit guide d'utilisation en coopération avec la FEPB et le CTTN, qui est disponible sur les 3 stands. Hein. Un forum, CTTN et la FFPB. Ok. Je ne l'avais pas noté celle-là, hein. Mais développer des points de collecte, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Il y a la façon toute simple, c'est que vous avez par exemple, je ne sais pas moi, un centre commercial à côté de chez vous. Il a aussi cette volonté des clients à l'intérieur pour générer du passage, éventuellement de proposer d'autres prestations. Vous pouvez lui proposer tout simplement d'ouvrir un point de collecte. Et en plus, si vous venez avec peut-être un avantage comparé à un autre pressing en disant voilà, nous on a une application, on peut s'en servir, on peut vous proposer à du personnel qui n'est pas forcément qualifié pour recevoir du linge. Hein. C'est aussi un des objectifs, c'est que l'application tient compte du fait que votre métier, tout le monde ne sait pas le faire, en particulier sur la réception du linge. Par contre, il faut savoir quand le linge est arrivé et qui est responsable de quoi. Donc il y a des étapes en fait qui sont réglées là-dessus. Mais donc pour trouver un point de collecte, c'est du démarchage commercial. Et une démarche toute simple, c'est d'aller parler par exemple aux centres commerciaux autour de vous ou à des petits commerces qui ont aussi un intérêt sans doute à proposer cette corde à leur arc. Je pense que ça peut être aussi très intéressant à développer en région, là où il y a de moins en moins de pressing ou alors des pressings qui sont situés très loin l'un de l'autre. Ça permet de faire justement sur un plan logistique un maillage intéressant et financièrement pertinent pour vous en fait. Hein. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi la question du modèle économique. On voit de tout. Hein. Il y a des pressings qui vont, par exemple, rétribuer 10% de ce qui a été collecté. Il y en a, ils vont augmenter un petit peu le prix en point de collecte. Je vous reparle de ce qu'on a fait dans l'application. On a dit, si vous voulez mettre un montant supplémentaire pour dire que vous êtes venu déposer dans un point de collecte, ça vous coûte tant de plus par commande, eh bien, c'est possible aussi. Il y a différents modèles économiques comme ça qui existent. Et je suppose que vous-même dans la salle, vous en avez mis en place et il sera intéressant de les partager. Il y a quelque chose qui peut faire peur, on l'a plus ou moins évoqué, mais sur l'aspect je développe mes points de collecte, justement, tu as parlé d'employés qui ne sont pas spécifiquement formés à la réception du linge. Ça peut être un frein, ça peut faire peur aux exploitants de pressing. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu le point central de notre métier. Nous, le problème, c'est qu'on ne livre pas une pizza et c'est terminé. Donc on reçoit le linge, il faut faire tout ce contrôle qualité, les réserves, se mettre d'accord avec le client. C'est ce qui augmente aussi la complexité du ramassage et de la collecte à domicile. Qui est responsable de quoi, à quel moment, etc. Donc oui, c'est vrai, c'est une difficulté, on ne peut pas le nier. Mais c'est aussi votre travail d'expliquer cette difficulté et éventuellement de venir équiper avec des outils qui facilitent ça. Quel genre d'outils? Allez, on va le redire, le Clean and Collect. Une coopération CTTN, un forum FFPB. C'était pas l'idée, mais bon. Ok. Alors, une autre piste qu'on pourrait, qui se développe d'ailleurs de toute façon chez certains et qui prend de plus en plus de sens toujours dans cette approche de durabilité, d'éco-responsabilité, de changement de comportement de consommateur, c'est la cordonnerie.
Il y a des passerelles avec la cordonnerie. Oui, ce n'est pas votre cœur de métier. Et pourtant, aujourd'hui, on voit quand même pas mal de pressing qui commencent à proposer ce genre de prestations, notamment ne serait-ce que de nettoyage de chaussures, voire de customisation. Et pour les plus malins, eh bien, il y a un petit partenariat qui est mis en place avec le cordonnier du coin, éventuellement pour assurer la réparation quand on n'a pas déjà la compétence en interne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, David? Oui, non, ça c'est super intéressant. On voit ça se développer chez certains de nos clients. Ils ont concrètement un cordonnier chez eux. Alors, en plus, c'est quelque chose qui peut se redévelopper en ce moment, parce que comme tu le dis très bien, il y a ces prestations sur les sneakers, qui a l'avantage en plus de faire venir des gens qui sont plutôt éloignés du pressing habituellement, donc parfois des profils jeunes. Et puis, il faut savoir que la cordonnerie, en fait, c'est quasiment les mêmes contraintes que le pressing. Le métier que vous faites, ils ont les mêmes problèmes. Ils récupèrent des articles qui ont de la valeur, ils ont un savoir-faire qui est très important, et puis ils vont le rendre à la fin. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait communes, et qui ont je suis persuadé qu'il y a un avantage à lier ces deux métiers, et je peux le vérifier parce que je l'ai déjà vu dans certains pressings et ça fonctionne bien. Et quand tu dis qu'ils ont un cordonnier intégré, ça veut dire ils font venir un cordonnier une fois par semaine, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Il y a une rétrocommission? Alors, j'ai vu plusieurs modèles, mais j'ai un exemple en tête où le cordonnier était intégré à l'entreprise, par exemple. Voilà, c'était un salarié comme un autre. Après, ça peut fonctionner, j'imagine, sur le modèle de la couture, avec une couturière qui va faire des prestations extérieures, par exemple. Mais ce que je sais, c'est que la contrainte est quasi identique. Voilà. Même au niveau de la gestion de l'article, vous allez retrouver les mêmes principes. Ok. Toujours dans une logique de fidélisation, hein, parce qu'on a quand même tous cette problématique. On veut fidéliser, bien évidemment, nos clients, éviter qu'ils aillent à la concurrence. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme piste d'action? Tu m'avais parlé de la mise en place de crédits prépayés. Oui, alors, pareil, vous êtes sans doute... si vous êtes équipé d'un logiciel, par exemple, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des cartes de paiement prépayées, où vos clients vont recharger une carte de crédit et éventuellement, vous allez leur mettre un avantage en fonction du montant qu'ils vont concéder à vous prépayer. Ça, on le constate, hein, dans les pressings qui mettent ça en place, ça fonctionne bien. Et en plus, ça vous fait une avance de trésorerie. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. Les clients, une fois qu'ils ont investi en quelque sorte dans une carte prépayée, vont vouloir revenir et le consommer. Et puis mécaniquement, quand ils vont arriver à la dernière commande, aux derniers euros sur leur carte, il n'y aura peut-être pas assez. Donc ils vont peut-être la recharger et vous allez repartir avec un client qui a de nouveau une carte prépayée et donc des prestations dormantes chez vous. Quelque chose qui fonctionne vraiment. Est-ce que ça s'adresse à tous les profils de clients, ça? Est-ce que tu as pu, à travers toutes les données qui peuvent être collectées, on voit qu'il y a un profil un peu type qui se dégage? Non, alors on n'a pas de données là-dessus. On n'a pas de données sur les clients de nos clients. On voit juste que c'est quelque chose qui est apprécié et qui fonctionne une fois que c'est mis en place. En plus, il y a un intérêt comparé à d'autres systèmes de fidélisation que vous connaissez aussi, par exemple la carte à points, le nombre de passages, les carnets de chemise, c'est que c'est beaucoup plus simple. Voilà, votre client, il va recharger une carte et il consomme quel que soit le type d'article. C'est beaucoup plus simple à mettre en place. Donc non, j'ai pas de données sur le client final par contre. Ok, très bien. Quand on avait échangé, on avait également parlé du web marketing et du marketing traditionnel, couplé à des promotions bien ciblées. Oui, alors, il faut... La question qu'on se pose, y compris pour une entreprise comme la nôtre, c'est qu'est-ce que nos clients vont chercher? Où ils trouvent l'information? Le fait est qu'il y a beaucoup de vos clients, sans doute, qui vont sur Facebook, ou qui vont peut-être sur LinkedIn pour les professionnels, ou qui vont peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Eh bien, moi, je suis persuadé qu'il faut aller les chercher, ceux-là, et il faut leur parler. Et une manière de leur parler, c'est de poster, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir son propre site internet, et d'avoir des compétences, peut-être nouvelles, des compétences au web marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les CCI, il y a des formations pour ce type de compétences. Et pour l'avoir vu chez certains commerces, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place et qui en plus peut présenter un intérêt parce que ça peut être
tout à fait sympathique à mettre en place. Voilà. Est-ce que tu as des exemples éventuellement de ce que tu aurais pu voir sur le terrain? Oui, alors, par exemple, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais sur Nantes, on a un joli réseau de pressing qui a communiqué très efficacement. Ouais, tu peux citer des noms. Hein. Oui, par exemple, Éclat Pressing à Nantes, qui a refait toute son image de marque et puis qui, derrière, a été communiqué là où ils ont pensé que c'était utile. Par exemple, s'ils veulent atteindre des clients professionnels ou des clients, on va dire, le costume cravate, on va aller plutôt sur LinkedIn. Si on veut atteindre la sneakers, peut-être qu'on va aller sur Instagram, etc. Voilà, il faut vous poser les bonnes questions et aller communiquer là où c'est le plus utile. Et aujourd'hui, c'est tellement plus facile qu'à une époque où il fallait faire du courrier et peut-être du porte-à-porte, du téléphone, etc. Aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin et plus vite. Et savoir choisir judicieusement les réseaux en question aussi. Parce que le site web, c'est une chose. Ça permet d'avoir son image. Voilà, on est présent sur le web, c'est important. Aujourd'hui, on sait très bien que le consommateur, son premier réflexe, ça va être d'aller chercher et vérifier les avis, évidemment, sur vos magasins. Et parfois, ça ne pardonne pas. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une fiche Google Business, de s'assurer que vous suivez bien les avis qui sont mis en ligne et que vous y répondez, que vous réagissez. Ne laissez pas des mauvais avis s'installer, parce que ça peut être fatal. Hein, ça, c'est terrible. Mais après, choisir effectivement de façon judicieuse les réseaux. Et ça, là-dessus, David, tu nous dis, il y a des formations dans les chambres de commerce. Oui, dans les chambres de commerce et d'industrie, sans doute dans les chambres des métiers et de l'artisanat aussi. Et je pense que c'est crucial pour aujourd'hui. Vous le faites aussi. Vous cherchez quelque chose autour de vous, vous allez sur Google Maps, vous regardez les avis. Et voilà, s'il y a un avis qui n'est pas répondu et qui est mauvais, vous risquez de passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Des fois, un avis négatif, ça peut être une occasion de rebondir sur quelque chose. Alors, une autre piste intéressante, le vrac. Le vrac a le vent en poupe, parce que c'est pareil, c'est tendance. Alors, je sais que certains d'entre vous l'ont déjà mis en place, notamment la vente de lessive en vrac, par exemple. Est-ce que toi, David, tu constates, puisque tu as une vue un peu d'ensemble, si les pressings utilisent suffisamment cette tendance ? Alors, je ne saurais pas dire si c'est quelque chose de très développé, mais c'est vrai qu'on voit des usages intéressants. Par exemple, il y en a, ils vont carrément jusqu'à créer une marque pour certaines franchises, par exemple, de produits. Ça va faire partie, en fait, d'une image de marque autour de prestations annexes. Mais il y a aussi des lessives qui peuvent être vendues en magasin, comme vous avez sans doute l'habitude de le faire déjà. Et c'est vrai qu'on constate un intérêt. Maintenant, je manque de données sur l'intérêt pour le client final. Je constate juste que c'est quelque chose d'intéressant. Comme à une époque, on avait les brosses, on avait tout un tas de choses. Voilà. Oui, alors j'allais te poser la question quid des produits de vente additionnelle, les boules anti-mythes, les brosses. Est-ce que ça se vend encore ? Alors, ça, l'intérêt, c'est que ça peut être contextualisé. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur, à la fin, on va vous dire, vous avez le cheveu comme ci, comme ça, je vais pouvoir vous ajouter ceci ou cela. C'est vrai que tous les commerçants dans l'entretien textile ne sont pas habitués à faire ça, mais il faut savoir que les grandes chaînes le font très bien, ça. Ils arrivent à la fin de la vente, vous avez votre panier qui est constitué. D'ailleurs, dans les logiciels, on peut le faire, dans les logiciels d'encaissement. Vente suggestive. Et voilà, il y a la vente suggestive, mais le fait est que ça n'existe pas pour rien, c'est que ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de poils de chat, allez, une brosse, c'est peut-être une bonne idée. Et en plus, ça a un intérêt, sans doute, pour votre client. Il y a ce genre de prestations qui peuvent arriver ou diversifier aussi les produits que vous pouvez vendre. On parlait de la cordonnerie tout à l'heure. Il y a peut-être des nouvelles choses à faire aussi autour de ces ventes additionnelles, comme on dit, et penser à les proposer au bon moment. Alors après, ça, je l'avais pas noté, mais j'y pense maintenant. C'est vrai qu'on a aussi vu se développer la vente additionnelle dans certains pressings de produits détachants. Et je sais que sur le marché, ça a créé un vrai clivage. Parce que certains avaient l'impression de se défaire d'une espèce de forme de maîtrise de savoir-faire en vendant leurs produits en fait, de détachage à leurs clients. Qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus, à toi ? Alors, moi, je suis très curieuse de connaître votre avis à vous. Hein. Ce que je constate juste, c'est que ça existe en fait depuis toujours. L'exotage, etc. Bon voilà, c'est des choses qu'il y avait déjà dans les pressings il y a 30 ans, hein, ça existait. Qui étaient vendues aux clients.
Oui, 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 bien sûr. Ouais. Après, c'est vrai que ça s'est développé, il y a eu certains clivages, mais alors, je vais faire une réponse de Normand. En répondant avec un autre exemple, je vois aussi des chaînes de pressing ou des pressings indépendants qui vont faire des communications un peu décalées, qui vont expliquer aux gens, par exemple, comment nettoyer la tâche de ketchup. Eh ben, c'est pas en expliquant ça qu'ils vont perdre leurs clients. En fait, ils vont montrer qu'il y a un professionnel qui sait comment faire, et puis peut-être qu'un jour, quand ils auront un truc un peu trop difficile à faire nettoyer, ils vont venir vous voir. Ben, c'est un peu pareil pour le produit pour moi. Voilà. C'est bien d'avoir les produits, mais il faut savoir s'en servir. Oui, parce que c'est pas dit que même avec le petit process que tu lui donnes, il réussisse à faire partir sa tâche. Hein. Alors, c'est vrai que le risque, c'est qu'ils aillent trop loin dans les tentatives. Hein. Ouais, on sait. Et après qu'il vous l'amène. Et là, c'est le drame. Alors, une autre piste, et ce sera la dernière qu'on évoquera puisqu'on arrive au bout du temps de cet atelier. Alors, c'était vrai, il y a déjà, enfin, il y a quelques années peut-être, ça l'est moins. Aujourd'hui, j'ai pas de chiffres récents sur ce sujet. Est-ce que beaucoup d'entre vous démarchent suffisamment en B2B? Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a un marché à aller chercher. Aujourd'hui, on sait que le marché du particulier, il a changé et il va continuer à changer d'ailleurs. Donc, est-ce qu'au niveau du B2B, vous démarchez suffisamment? C'est une vraie question. David, la question que je vais te poser, c'est d'après toi, pourquoi est-ce que les professionnels sont réticents peut-être à aller chercher du B2B, pour ceux qui n'ont pas tenté l'aventure encore? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas suivre? Est-ce que c'est une méconnaissance des opportunités que ça peut représenter? Alors, je ne sais pas si je peux répondre au pourquoi, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous en êtes tout à fait capable et que je vois beaucoup de réussite de ce côté-là. J'ai des exemples, par exemple, de pressing qui vont accepter un marché d'une ville où ils vont faire du vêtement de travail. On a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps pour la ville d'Annecy, par exemple. Et là, en fait, ce sont des marchés super intéressants parce qu'il faut s'adapter, c'est vrai. Il y a un peu de logistique à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, bah, finalement, c'est plus simple que ce que vous faites aujourd'hui et vous savez très bien le faire déjà. Je m'explique, si vous faites du vêtement de travail, ben, l'enjeu, ça va être de le tracer, de savoir quand il est rentré, quand il est sorti. Il faut s'équiper un peu, mais souvent, ça fait partie du marché, il faut le savoir. Hein. C'est qu'il y a des faiseurs qui vont faire un appel d'offres, qui vont vous choisir, et dans cet appel d'offres, il va y avoir un budget pour vous équiper. Donc, vous avez besoin d'une presse à thermocoller, d'un logiciel éventuellement. Eh bien, c'est possible, ils peuvent vous aider à vous équiper et à vous mettre en route. Et une fois que vous êtes équipé, bah, vous savez faire et vous pouvez aller chercher d'autres marchés encore. Bon, là, je parle de vêtements de travail. C'est peut-être que ça vous paraît un peu particulier, même si vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'on pense toujours, oui, mais il y a le Hélice, il y a je ne sais quelle grande entreprise qui peut le faire. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et vous aussi, vous pouvez gagner ce genre d'appel d'offres. Après, il y a aussi les gîtes, évidemment. Hein, pour ceux qui ont l'habitude, déjà, en général, les pressings ont tout à fait l'habitude d'aller chercher ce type de clients, mais ça peut se généraliser à beaucoup d'autres choses. Il faut aussi penser au fait que vous-même, vous êtes parfois la peine pour trouver vos blanchisseurs, pour faire votre plat pour vos propres clients. Eh bien, c'est vrai, il y en a de moins en moins, et il y a aussi des marchés à prendre de ce côté-là. Et du volume garanti. Sans doute, oui. Très bien. Eh bien, on arrive déjà au bout de cet atelier. Ça passe vite, 30 minutes. Donc, merci beaucoup, David, pour cet échange fort sympathique. Je vous donne la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à lever la main. Oh, ils ont bu nos paroles. Vous n'avez pas de questions ? C'est vrai. Eh bien, écoutez, fort bien. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à échanger sur ce sujet parce que des pistes, on en a cité quelques-unes, il y en a forcément d'autres. Je pense que, voilà, David a évoqué les vêtements de travail, mais il n'y a pas que ça. En fait, pensez à solliciter les crèches, les écoles. Eux aussi, ils ont des besoins et souvent, ils ne sont pas équipés ou mal équipés. Sachez-le, un établissement est censé respecter la directive machine, que vous connaissez tous. Sauf que bien souvent, ils ont un équipement domestique et qu'en cas de contrôle, ça va coincer pour eux. Et donc, sachez que ça peut être intéressant et pertinent pour vous, par exemple, d'aller démarcher ce genre de structure en leur expliquant ça. Comment vous êtes équipé déjà? Mais vous êtes équipé avec quoi exactement? Une machine domestique. Là, vous allez faire valoir votre savoir-faire,
votre expertise, vos connaissances. N'hésitez pas. Merci à vous, en tout cas, d'être venu assister à cet atelier. Et puis, à plus tard pour la suite. Merci à tous.